Et avec nous en plateau, le docteur Wilfried Samut. Bonjour. Merci de répondre à France 24. Vous êtes praticien hospitalier, délégué de l'association des médecins urgentistes hospitaliers. D'abord, le constat, on l'a bien compris, l'hôpital craque, les urgences. Surtout, au moins 120 services d'urgence font face à de graves difficultés avant l'été. Ça représente 20% des services en France. Ça veut dire concrètement que peut-être au mois de juillet, au mois d'août, certains patients ne seront pas pris en charge ? C'est déjà le cas en termes de perte de chance. C'est-à-dire que la situation est dramatique à double titre. La première, c'est que le gouvernement assume pleinement une situation qu'il a laissée. Alors certes, les gouvernements antérieurs ont leur part de responsabilité. Il n'est pas question de gommer l'incompétence des ministres qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Donc le caractère dramatique est par le fait que c'est assumé pleinement par la tutelle actuelle. Et le deuxième point dramatique, c'est que la réponse, c'est un rapport supplémentaire avec à sa tête un soi-disant expert qui fait partie d'ailleurs de manière assez inquiétante de l'équipe de campagne du président Macron. Donc c'est la fameuse mission flash. Oui, et on peut donc douter à la fois de sa compétence, puisqu'il a été membre aussi du Conseil national de l'urgence, avec des solutions qui jusqu'ici n'ont abouti à rien, si ce n'est à la situation catastrophique d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vrai que répondre à la crise actuelle par un rapport supplémentaire, ça a de quoi mettre en colère les acteurs de l'hôpital public, parce que là, il ne s'agit pas c'est pas une guerre picrocolline, c'est une guerre de défense du bien commun qui est la santé et qui se manifeste par la crise au niveau de l'hôpital public dans son entièreté. Alors, c'est plus marqué par le problème aigu des urgences, mais aucun service de l'hôpital public n'est pas touché par ce problème de fond. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est le manque de soignants? Alors, le cœur de problème, c'est à la fois le manque d'effectifs, c'est-à-dire qu'on a laissé partir, malgré le fameux Ségur qui était agité comme M. Véran, comme la solution, là encore, à ce problème, ça n'a rien réglé du tout, ça n'a fait qu'accentuer, parce que la non-réponse, si vous voulez, a un impact sur le moral des hospitaliers qui est épouvantable. Quand vous avez essuyé 2 ans de crise de Covid et qu'on vous répond simplement par un saupoudrage de primes pour les paramédicaux et de tentatives d'amélioration des choses, les gens se sentent délaissés, abandonnés complètement. Donc il va falloir être un peu plus imaginatif de la part à la fois du ministre de la Santé et plus largement du gouvernement pour essayer de redonner confiance à cet hôpital en crise. Ces difficultés de recrutement, ça s'est intensifié après le Covid? Ça s'est largement intensifié parce qu'on a voulu ignorer le problème qui existait déjà. Je vous rappelle qu'avant le Covid, les hospitaliers étaient déjà dans la rue pour essayer de défendre ce qui restait du service public. Et les 2 ans de Covid ont fini par rincer le peu d'énergie qui restait parmi tous les acteurs de cet hôpital. Mais vous le voyez, vous, dans votre service, il y a des infirmiers, des médecins qui partent. Vous avez par exemple à l'hôpital André Mignot 50% des effectifs en moins, que ce soit en médecin ou en infirmière. Donc on se demande 50%. 50%. Donc ça veut dire que pour faire un planning de garde, ça va être un casse-tête. Ça va être un casse-tête à la fois pour les SAMU, parce qu'il va falloir réguler. C'est l'espèce de solution de colmatage qu'on essaye de trouver. Réguler l'accès aux urgences. Mais est-ce qu'on peut réguler l'accès aux soins? Tout Français, c'est inscrit dans la Constitution, a le droit d'avoir accès aux soins. Et il va falloir trouver des solutions malgré ce manque de personnel. Réguler l'accès aux soins à Bordeaux, sauf urgence avérée, il est impossible de rentrer dans le service sans un coup de fil préalable au 15. Est-ce que ça peut être une solution pour désengorger les services? Ça ne me paraît pas une solution souhaitable de manière pérenne. C'est-à-dire que vous allez avoir rapidement, et on l'a vu là aussi au moment du Covid, une explosion des appels, ce qui va entraîner une inefficience complète de l'accès au 15. Quand les gens vont être obligés d'appeler pour essayer d'avoir accès à un médecin traitant, vous multipliez ça par le nombre de personnes qui souhaitent solliciter un avis médical, et vous arrivez à une solution de saturation. Et d'autant que les SAMU SMUR ne sont pas non plus dans une situation d'effectif idéal. C'est-à-dire qu'il y a aussi des problèmes à ces niveaux-là, à la fois en termes de personnel médical, mais aussi de permanencier de la régulation médicale. Et donc, c'est déporter un problème sur une autre structure qui est certes là, présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc qui est censée répondre, mais à un moment, vous allez avoir une explosion aussi à ce niveau-là.
Il y a d'autres solutions un peu plus radicales. Par exemple, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, pardon, qui demande une obligation de participation de tous les praticiens aux gardes médicales. Oui, ça va être... Alors, c'est une question qui peut être envisagée, mais je vois mal mes confrères libéraux, qui sont déjà quand même sollicités, remettre le service de garde obligatoire, alors qu'ils sont aussi dans une situation démographique épouvantable. C'est-à-dire que ces praticiens qui sont sollicités toute l'année, il va falloir les contraindre à prendre une garde en plus de leur activité qui est débordante. Ça me paraît effectivement des pistes à envisager, mais difficiles à mettre en place de manière pérenne. Il y a une piste, une solution urgente à mettre en place. On parlait de la revalorisation, mais bon, le temps de former de nouveaux soignants... Je pense que les hospitaliers attendent surtout un signal de soutien fort. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'attractivité à l'hôpital public en termes de rémunération. Il faut essayer effectivement de... Mais à quelle hauteur? Alors, je ne vais pas lancer des chiffres sur le plateau, c'est pas ni le lieu ni le moment, mais je pense qu'il faut effectivement sérieusement envisager une revalorisation des salaires les plus faibles, des salaires de la permanence des soins, c'est-à-dire des praticiens qui prennent la garde et qui assurent la permanence au moment des jours qui se multiplient, de jours fériés et de jours de week-end. Il faut aussi que ces praticiens, de nouveau, ils soient réarmés dans leur désir de soigner à l'hôpital public, c'est-à-dire qu'on arrive à reformer des équipes, parce que jusqu'à présent, avec ce phénomène de fuite massive des personnels, vous arrivez à en fait une déstructuration complète et les praticiens n'ont plus l'impression de participer à une équipe de soins comme c'était le cas il y a quelques années. Et donc pour ça, il va falloir que on arrête de nous dire, par exemple, qu'on a supprimé le numerus clausus, qu'on va rouvrir les universités. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Ça n'est pas vrai. Dans les faits, je peux vous assurer qu'aller dire ça à tous les étudiants qui viennent de passer leur concours de première année de médecine, et je peux vous assurer qu'il n'y en a aucun qui va vous dire qu'on a supprimé le numerus clausus. Ils sont tous sélectionnés de manière épouvantable, avec une pression épouvantable, et qui les rend d'ailleurs moins disponibles plus tard. Et les facultés le savent très bien. C'est-à-dire que quand on vous a mis une pression épouvantable pour vous sélectionner, parce qu'en France, la formation se résume juste à une sélection, et ben vous avez effectivement ensuite, vous essayez de vous préserver pour le reste de votre carrière et essayer d'aller à l'endroit où vous allez prendre le moins de coups possible. Donc c'est vrai qu'il faut revoir à la fois le financement de l'hôpital public, parce que c'est une question aussi qui est indissociable des solutions qui pourraient être trouvées pour rendre l'attractivité à l'hôpital. Revenir sur les lois de financement comme la loi HPST, qui a été le premier coup porté par la loi Bachelot à l'organisation de l'hôpital public, et essayer de revoir effectivement le parcours de formation de toutes les professions médicales, que ce soit du docteur à l'infirmière en passant par l'aide-soignante et autres, de façon à donner une espèce de respiration à cette population de soignants qui est en crise et qui désespère. Merci beaucoup, Wilfried Samut, d'avoir accepté notre invitation.